Guy Verhofstadt, retenez bien ce nom, c'est celui de l'ancien Premier ministre belge, un homme politique connu d'abord pour avoir stabilisé son pays durant son mandat en trouvant à chaque crise la bonne manière d'y faire face. C'est un homme de compromis sur qui la Belgique et l'Europe peuvent compter, diront les experts. Au Parlement européen, c'est plutôt l'homme indigné qui parle et qui agit surtout quand il s'agit de dossiers qui lui tiennent à cœur, comme en ce moment la situation en Syrie. En tant que chef de file du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, au sein du Parlement européen, il ne laisse pas passer aucune occasion pour souligner l'importance de poser les actes justes dans les délais et au bon moment. Exaspéré de voir la lenteur avec laquelle les décisions se prennent au sujet de la crise syrienne, il exhorte l'Union européenne d'arrêter de parler et de commencer à agir. Et par agir, l'ancien Premier ministre belge entend la création de zones de sécurité, de couloirs humanitaires et de soutien à l'opposition syrienne avec le Conseil de sécurité, si c'est possible, ou sans le Conseil de sécurité, si nécessaire. Il n'hésite pas non plus à s'en prendre à la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, en lui reprochant de traiter des relations extérieures et non pas de la politique étrangère. Dans cette émission, il nous dira, entre autres, pourquoi pense-t-il que le plan Annan est voué à l'échec et pourquoi, selon lui, l'Union européenne n'est pas à la hauteur des événements en Syrie et quelle carte reste-t-il à jouer pour faire face à cette crise. Monsieur le Premier ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Ma première question serait de vous citer tout de suite. Vous disiez il y a quelques heures, le plan Annan a-t-il fonctionné? Demandez aux familles des 477 victimes depuis le cessez-le-feu du 12 avril. Le plan Annan est mort 477 fois et ce n'est pas fini. Vous avez cru auparavant à ce plan Annan? Non, je dois vous dire très honnêtement que dès le début, j'ai eu mes doutes sur le plan Annan, dans ce sens que il y avait dès le début une manque de volonté des autorités syriennes et de Bachar al-Assad de suivre ce plan, de respecter ce plan. Et la meilleure preuve, c'est que depuis que le plan est soi-disant, je dirais, en application, il y a de nouveau presque 500 morts en Syrie. Mais ce qui est, selon moi, plus grave, c'est que certaines autorités, enfin les autorités syriennes, utilisent ce plan pour continuer à abattre une partie de la population. Puisque chaque fois que les observateurs de l'ONU entrent dans un village, après il y a les forces syriennes qui entrent aussi, justement pour éventuellement tuer les gens qui ont parlé avec les observateurs. Donc je suis très critique et très pessimiste envers ce qui se passe pour le moment avec le plan de Kofi Annan. Vous pensez que le régime syrien est en train de en finir avec l'opposition avant que les 300 observateurs arrivent là-bas ? C'est-à-dire qu'apparemment, comme il n'y a pas de protection pour les observateurs par la communauté internationale, ils n'ont pas d'hélicoptère, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de protection militaire. La protection est donnée par les autorités syriennes. Ça veut dire que ce sont les autorités syriennes, en fait, qui décident oui ou non où aller. Et deuxièmement, ce qu'on raconte aujourd'hui dans la presse internationale, et si c'est la réalité, je trouve que c'est un vrai scandale, c'est que quand les observateurs entrent dans un village, ils parlent avec, par exemple, des gens de l'opposition. Tout de suite après, l'armée syrienne entre dans ce même village pour arrêter ces gens. Donc, comment vous voulez que les observateurs de l'ONU ont vraiment une vue objective de la situation en Syrie si c'est organisé de cette matière-là ?
Et vous pensez que 300 observateurs, ce nombre est suffisant? Oui, il y a des gens qui disent que ce n'est pas suffisant du tout, hein, qu'il faut multiplier ce nombre. Mais je crois personnellement qu'il faut prendre d'autres mesures. C'est depuis déjà maintenant 6, 7, 8 mois que je plaide qu'on crée des zones de sécurité tout près de la frontière avec la Jordanie, avec la frontière turque. Deuxièmement, qu'on crée aussi des corridors humanitaires qui sont protégés par la communauté internationale, et puis qu'on donne aussi des moyens, pas seulement des moyens de communication, à l'opposition syrienne. Parce que il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est très dangereux, puisque ça peut faire déclencher la guerre en Syrie, mais la guerre... elle est là, en Syrie. Il y a une sorte de, je dirais, guerre civile pour le moment en Syrie, puisque Bachar al-Assad continue à assassiner la population. Donc, moi, je crois que maintenant, il faut le plus vite possible conclure sur la question de la Syrie, dire oui ou non si le plan de Kofi Annan a encore une chance. Moi, je ne crois pas que c'est le cas, puisque tous les jours, on voit sur le terrain qu'il y a des gens qui sont tués par les forces syriennes. Et si un observateur venait être tué sur place par l'armée syrienne. C'est quand même incroyablement grave qu'il faut attendre qu'il y a des gens qui meurent du côté des observateurs de l'ONU. C'est quand même impensable, cela. Il faut avoir le courage, avec la communauté internationale, de analyser ce plan de Kofi Annan sur le terrain et de dire si oui ou non ça a encore une chance d'être appliqué. Pour le moment, ce n'est pas appliqué du tout. Hein. Il y a par exemple aussi la plainte, je crois que c'est la plainte qui a été exprimée par le porte-parole de Kofi Annan, que l'armée syrienne et les autorités syriennes continuent à utiliser des armes lourdes et que les armes lourdes n'ont pas été rassemblées dans les casernes pour le moment, ce qui était prévu, ce qui était un des éléments du plan Kofi Annan. Et donc, quand on voit tout ça, il y a presque 500 morts, les armes lourdes, l'armée syrienne continue à les utiliser, puis l'armée syrienne entre dans les villages où il y a des gens de l'opposition qui parlent avec les observateurs. Alors on s'est dit de quel plan Kofi Annan en parle, de quelle solution politique on parle. Et alors je plaide pour que la communauté internationale, le plus vite possible, comme on a fait dans d'autres cas, prend ses responsabilités et commence à créer des zones de sécurité et des corridors humanitaires. Vous pensez que le régime de Bachar al-Assad est en train de jouer avec la patience de la communauté internationale? Oui, mais déjà pendant je dirais 10 mois, presque 12 mois. Vous vous rappelez certainement que tout ça a commencé, oui aussi, en février-mars de l'année passée, et qu'entre-temps, il y a certainement plus de 10 000 morts en Syrie. Et donc, je crois que simplement continuer avec le plan, sans être critique envers ce qui se passe en Syrie, n'est pas sérieux et même scandaleux. Mm-hmm. L'opposition syrienne demande clairement à ce qu'il y ait une intervention militaire sous le parapluie des Nations Unies. Vous en pensez oui, il y a différentes possibilités. Naturellement, on peut attendre une opération du côté de la Ligue arabe. C'est une possibilité. Ça peut être naturellement une opération de l'ONU. Ça peut être une protection qui est donnée à la frontière avec la Turquie, par la Turquie. Donc, il y a différentes options. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment décider, se mettre autour de la table et décider vraiment de ce que j'appelle ces zones de sécurité qui doivent être créées. Moi, je pense qu'il faut créer une zone de sécurité à l'entour de la frontière avec la Turquie et tout proche de la frontière avec la Jordanie. Et puis, naturellement, pour que les gens aient la possibilité d'atteindre ces zones de sécurité, il faut des corridors humanitaires. Autrement, les gens ne vont jamais atteindre ces zones-là. Il faut savoir que pour le moment, il y a plusieurs dizaines de milliers, si ce n'est pas plus, si ce n'est même pas plus que 100 000 réfugiés en Jordanie,
Syrie ou aussi en Turquie. Donc, avec les frontières avec le Liban aussi. Avec les frontières avec le Liban aussi. Donc, vous voyez vraiment que la situation n'est pas sous contrôle et que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est vraiment organiser ces zones de sécurité et au même moment ces corridors humanitaires. Et ça demande naturellement un effort de la communauté internationale. Et moi, je dis toujours, si c'est pas possible de le faire sur base d'une résolution du Conseil de sécurité, parce que la Chine et la Russie sont contre, alors il faut le faire sur base de la communauté internationale qui veut aider la Syrie. C'est le maximum que la communauté internationale puisse faire ? On peut encore aussi aider l'opposition syrienne. Ça peut, en armement finalement, pourquoi pas, en armement aussi, parce que, il faut quand même savoir que Bachar al-Assad continue à utiliser de l'armement lourd contre la population. Quelle chance on donne à l'opposition si elle n'est pas armée? En tout cas, au moins avec des moyens de communication. C'est ce qui manque aussi cruellement pour le moment. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est conclure sur le plan Annan. Est-ce que ça a encore une chance? Est-ce que Bachar al-Assad va vraiment exercer et respecter toutes les conditions du plan? Moi, je constate qu'il ne le fait pas. Alors, s'il ne le fait pas, tout ce plan Annan est plutôt une aide aux autorités syriennes, plutôt qu'une sorte de protection pour la civilisation, pour la population civile de la Syrie. Alors vous dites aussi ouvertement qu'il est temps d'agir, arrêtant de parler. Un embargo aérien est possible ? Eh bien, il y a différentes possibilités. Vous mentionnez une. Il faut aussi renforcer les sanctions envers les familles qui dirigent le pays. Donc, dès le début, je plaide pour que des sanctions très fermes sont appliquées aux 200 familles qui entourent en fait Bachar al-Assad. Ce qui n'a pas encore été le cas. On a commencé avec Bachar al-Assad, avec la famille de Bachar al-Assad, puis on a élargi ces sanctions à quelques autres familles, mais on sait dès le début que pour vraiment être efficace, ces sanctions doivent s'appliquer à 200 familles. En attendant, Asma al-Assad continue de recevoir ses colis, ses achats? Oui, maintenant on a pris des mesures contre ça, mais je dois vous dire que c'est pas ça qui va changer naturellement ce qui se passe en Syrie. Le fait que l'épouse d'Assad reçoit ou ne reçoit pas quelques colis de la Grande-Bretagne ou d'un autre pays de l'Union européenne, c'est pas ça qui va changer naturellement les événements en Syrie. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre des choses en main. C'est-à-dire créer ces zones de sécurité et puis ces corridors humanitaires. Vous pensez vraiment que cette Syrie, elle n'a pas vraiment l'intention, au fond, d'une solution pacifique, c'est-à-dire inviter M. al-Assad à quitter le pouvoir? On l'a déjà proposé multiples fois. Vous savez très bien que la Ligue arabe a envoyé aussi des émissaires pour le proposer. Je sais aussi que d'autres leaders dans le monde arabe ont fait des démarches auprès de Bachar al-Assad et chaque fois, la réponse a été négative de sa part. Donc, et en plus, il continue à attaquer la population syrienne, donc je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres solutions que la solution de zones de sécurité et de corridors humanitaires. À votre avis, à quel moment l'Union européenne, notamment, va dire « OK, la ligne rouge, elle est totalement dépassée et qu'il faut intervenir militairement, comme on l'a fait en Libye, comme on l'a fait en Irak, comme l'a fait Bush en Irak. Oui, mais il y a une grande différence avec l'affaire de l'Irak. En Irak, il n'y avait pas la population qui demandait d'intervenir. Il n'y a pas des Irakiens ou la population irakienne qui était dans la rue pour exiger de la communauté internationale. En Libye, la population l'a demandé. Là, c'est une différence. C'est pour ça, moi, j'étais
été toujours contre l'opération militaire en Irak. J'étais Premier ministre à ce temps-là, Premier ministre de la Belgique. On était les seuls avec l'Allemagne et avec la France pour critiquer, les derniers pour critiquer en fait les États-Unis qui entraient en Irak sans qu'il y avait une demande et sans qu'il y avait aussi un consensus au niveau international. Ce qu'on a fait en Libye est tout à fait différent. Les troupes de Kadhafi étaient devant les portes. Ils étaient à 2 kilomètres du centre de Benghazi. Et on sait très bien, si la communauté internationale n'était pas intervenue, si la France et la Grande-Bretagne n'avaient pas commencé à envoyer des avions et à protéger la population civile, ça aurait été un massacre à Benghazi. Entre-temps, il faut le reconnaître, on est déjà plus loin en Syrie. À Homs, on va le savoir plus tard. On ne sait pas maintenant, mais plus tard, on va aussi devoir reconnaître qu'il y a eu vraiment des crimes contre l'humanité à Homs. Je suis tout à fait sûr de ça. Et pour le moment, on n'a pas le courage d'arrêter cela. Et c'est ça la grande différence entre ce qui se passe maintenant en Syrie et ce qui s'est passé en Libye. Vous pensez que l'Union européenne est à la hauteur des événements en Syrie ? Non, je l'ai dit dès le début, même pas en Libye, parce qu'en Libye, il y avait une énorme différence de point de vue entre la France, la Grande-Bretagne d'une part et l'Allemagne d'autre part, qui ne voulaient pas. Et finalement, ce sont les pays comme la France et la Grande-Bretagne qui ont commencé l'opération aussi avec l'aide des Américains. Et donc, ce que je dis, c'est que dès le début du printemps arabe, en fait, l'Union européenne a été beaucoup trop mou, trop faible dans son soutien. On a toujours cru, oui, c'est une révolution qui est basée sur l'islam et sur les partis islamistes, ce qui était tout à fait faux, parce que sur le cercueil de Bouazizi, on avait le drapeau rouge de la Tunisie et pas le drapeau vert de l'islam. Donc ce sont des gens, des jeunes qui espèrent une meilleure vie. Ça a été le moteur du printemps arabe. Et dès le début, il n'y a pas eu suffisamment de soutien du côté de l'Union européenne, je trouve. La Syrie, ils vont vous dire aussi, c'est autre chose. Donc sa situation géostratégique est très importante. Oui, mais pour les gens qui meurent là, ça ne compte pas. Donc la situation géostratégique dont on parle toujours pour ne pas intervenir, etc., finalement, c'est ça qui compte. Ce sont des vies humaines qui, pour le moment, vit cette tragédie en Syrie. Ça veut dire, Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que vous êtes clairement pour une intervention militaire en Syrie. Alors, si oui, comment en Libye, sous la houlette de l'OTAN ? Ce que je propose, c'est que, en tout cas, la communauté internationale prend ses responsabilités. Ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire, par exemple, en donnant des moyens à l'opposition syrienne. C'est une possibilité. Ça peut se faire en aidant une opération de la Ligue arabe. Ça peut se faire par la création de zones de sécurité et de corridors humains et de corridors humanitaires. Et tout ça, naturellement, doit être protégé. Et c'est pour ça que des moyens militaires seront peut-être nécessaires. Vous avez dit qu'il y a plusieurs moyens, notamment armer l'opposition. On va se trouver devant donc une guerre civile, finalement. Mais la guerre civile est là. Donc c'est très facile de dire il ne faut pas faire ça parce qu'il va y avoir une guerre civile. Mais la guerre civile est là pour le moment, qui a déjà fait 10 000 morts en Syrie. Et donc c'est ça qu'il faut arrêter maintenant d'urgence. Est-ce que, monsieur, vous êtes en contact notamment avec le Liban qui pour l'instant reste plutôt neutre ? Ce qui est une bonne chose. Moi, j'ai des contacts dans beaucoup de pays du monde arabe et du nord d'Afrique. Comme vous le savez, moi, j'ai pris l'initiative déjà il y a 1 an, en février de l'année passée, d'inviter M. Gebril, qui était à ce moment-là le Premier ministre du Conseil de transition de la Libye. Je l'ai invité à Strasbourg. C'est comme ça qu'il a été invité pour présenter la cause de l'opposition libyenne. J'ai été plusieurs fois
fois en Égypte pour soutenir les forces démocratiques. On est en contact avec des représentants du Conseil national syrien et avec des partis au Liban, et dans d'autres pays, en Tunisie par exemple. Donc ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de donner des encouragements, mais plutôt aussi un soutien réel à toutes les forces politiques au nord de l'Afrique et dans le monde arabe qui aspirent la démocratie et la liberté. Monsieur Guy Verhofstadt, merci d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines, à la même heure et sur la même chaîne, bien sûr. Au revoir.